Disons que la propagande militaire de l'époque, elle continue encore à circuler jusqu'à nos jours. Et effectivement, il y a eu, comme dans toute guerre, des têtes coupées. Et malheureusement, parce qu'on utilise encore le sabre à l'époque et le fusil est parfois assez rare. Et il y a eu des atrocités, c'est clair, c'est une guerre. On n'est pas là dans une petite confrontation. On a quand même une armée de 85 000 hommes, tout de même, de soldats français sous le commandement de Bugeaud, qui n'est pas un tendre ou un poète. Donc il faut bien imaginer que là, il y a une grande violence. Donc, oui, parce que Bugeaud, par exemple, utilise des petites colonnes qu'on appelait même les colonnes infernales, pratiquant délibérément la politique de la terre brûlée pour couper le ravitaillement à Abdelkader. C'est vraiment d'une violence inouïe. Il y a même eu, un peu plus tard, on a enfumé, l'armée française a enfumé ou même enfermé, muré dans des grottes, les combattants d'Abdelkader. Si c'était que les combattants, je dirais que c'est une action militaire, un crime de guerre. Mais là, c'était des populations. Et effectivement, c'est un des exemples qui a été retenu. Là, vous parlez des enfumades des grottes du Dahra par le colonel Pélissier. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que ça a été répété, parce que ça aurait pu être une erreur qui a fait scandale, d'ailleurs, qui va pousser à terme à la démission du général Bugeaud, parce qu'il a encouragé ces hommes à faire très mal. Et il disait, il faut taper très fort là où ça fait mal. Et notamment, il disait, faites des prisonniers, surtout des femmes. C'est pour imaginer un peu l'outrage commis envers les femmes. Donc, l'émir Abdelkader, qu'il faut savoir, c'est qu'en 1846, l'armée française va être composée de 106 000 hommes. Et à ce moment-là, ça fait près de 10 ans que l'émir n'a pas été capturé. Donc, pour pouvoir lui couper l'herbe sous le pied, on s'en est pris à la base et à la population. Et on s'en prend également aux villes qu'il contrôlait, notamment sa capitale, Takdemt, si bien que l'émir Abdelkader va utiliser une espèce de capitale mobile, ce qu'on appelait la Smala, c'est-à-dire une espèce de grande ville de tentes qui se déplaçait dans l'Algérie, et dont s'empare le fils du roi des Français, Louis-Philippe, le duc d'Aumale, le 10 mai 1843. Monseigneur, le duc d'Aumale m'a chargé de vous annoncer qu'il a capturé la Smala d'Abdelkader le 16 mai à midi. Nous sommes partis à l'aube avec la cavalerie et vers midi, nous sommes tombés sur elle. Un spectacle inouï, mon général, que je n'oublierai jamais. Les chasseurs d'Afrique ont contourné la Smala pour la prendre à revers et les spahis du colonel Youssouf ont attaqué par le front. Tout de suite, ce fut la débandade, la panique, le sauve-qui-peut. Mon général, nous avons capturé 300 notables. Les chefs de guerre, leurs familles, les moutons, les chevaux, tout le trésor de guerre d'Abdelkader. Un butin magnifique. Le duc d'Aumale a failli y laisser la vie. Bien. Très bien. Et Abdelkader? Il n'y était pas, mon général. Et c'était donc le général Bugeaud apprenant la prise de la Smala d'Abdelkader le 16 mai, j'ai dit le 10 mai, le 16 mai 1843. Alors, Abdelkader ne s'y trouve pas. Il n'est pas là. C'est un homme qui échappe constamment, d'ailleurs, précisément à l'armée française qui le poursuit. Et il se rend au Maroc, qui, à ce moment-là, il faut le rappeler, est un territoire souverain, Ahmed Bouyardène, et qui donne protection, qui protège Abdelkader. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est quand l'émir Abdelkader, en 1832, a été élevé au titre d'émir, on lui a proposé le titre de sultan, mais il ne l'a pas voulu. À cause du sultan, justement, du Maroc. À cause du sultan, et surtout parce qu'il ne prétendait pas au pouvoir. Ça, je ne sais pas si on peut le dire dès maintenant, mais il n'a jamais été un homme de pouvoir, et il a voulu être sous la tutelle du sultan du Maroc, jusqu'à un moment donné où ça n'a plus été possible, notamment suite aux pressions de la France sur le Maroc. Mais ce qu'il faut également ajouter, c'est que l'émir Abdelkader a été donc de 1832 jusqu'à sa reddition en 1847 insaisissable. C'est le général Bugeaud qui parle, il dit mais on dirait qu'il a des ailes, il faudrait être sorcier pour l'attraper, etc. Et tous les généraux donc sont éprouvés par l'émir. Il n'arrive pas. Quelqu'un disait il n'y a que 10 000 hommes rien que pour attraper l'émir et on ne le saisit pas. Et lorsque la Zmala de l'émir Abdelkader est prise le 16 mai 1843 à Taguine, il n'y est pas. Il est à
plusieurs centaines de kilomètres de là. Et bien sûr, en France, ça a été donc un symbole extraordinaire, puisque le duc d'Aumale faisait partie de des officiers. Fils de Louis-Philippe. Hein, ouais. Fils de Louis-Philippe. Et en fait, donc, l'émir n'était pas là. Alors, ça va déplacer la guerre au Maroc. La France va y intervenir, va bombarder les ports de Tanger et de Mogador, c'est-à-dire l'actuel Essaouira. Le général Bugeaud va même infliger à l'armée marocaine une défaite à Isli. Et finalement, Abdelkader se retrouve de plus en plus isolé. Ses lieutenants sont capturés ou se rendent. Et il finit par accepter de se rendre en 1847. Il renonce au combat et va négocier d'ailleurs avec le général de la Mauricière un traité par lequel on lui promet de pouvoir lui permettre de partir en Égypte à ce moment-là. Et il va ensuite se présenter au duc d'Aumale, qui est devenu gouverneur général de l'Algérie, et il va lui donner son cheval. Vous insistez beaucoup sur l'aspect très symbolique, comme ça, de la reddition d'Abdelkader et de cette jument noire qu'il donne au duc d'Aumale, Ahmed Bouhirdine. Oui, et dire aussi ce qui fait la particularité de l'émir, un homme de parole, une parole à laquelle il a été fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est un homme qui a refusé de se rendre à plusieurs reprises, notamment sous la promesse de millions de la part du général Bugeaud. Et finalement, lorsqu'il est acculé à la lisière entre l'Algérie, la frontière de l'Algérie et du Maroc, et qu'il a en face de lui une armée marocaine de 50 000 hommes et de l'autre côté l'armée française de plus de 100 000 hommes, à un moment donné, il a la possibilité de fuir encore par le Sahara. Mais il se pose la question, il s'est dit, nous allons nous rendre. Et toute la question était de savoir à qui. Et il décide finalement de se rendre à la France, se disant qu'il l'a combattu et ils auront le respect de l'adversaire. Et donc, évidemment, il y a une négociation qui se fait. Il y a aussi des prières qui se font, très important, puisque plus tard, on lui reprochera de s'être rendu, mais l'émir ne se rend pas à un ennemi. Il se soumet à la volonté de Dieu. Et chez l'émir Abdelkader, il y a toujours cette notion-là, il ne prend jamais aucune décision en dehors de la prière. Donc toutes ces décisions sont guidées. C'est très important. Et là, donc, il se rend, donc, il réunit ses derniers compagnons. Et là, le 23 décembre, il décide de se rendre au général de la Mauricière et au duc d'Aumale, puisque le général Bugeaud n'est plus gouverneur de l'Algérie depuis 3 mois déjà. Donc c'est au duc d'Aumale qui va se rendre, à condition d'être transporté, vous l'avez dit, ou à Alexandrie ou à Saint-Jean d'Acre, donc une des portes de la Mecque. Accepte ce cheval de la soumission. C'est le dernier que j'ai monté. Désormais, j'irai à pied. Je l'accepte comme un hommage rendu à la France, dont la protection te couvrira à jamais, et comme un signe de l'oubli du passé. Si j'avais eu des hommes comme les tiens, je serais aujourd'hui à Alger. Toi qui m'as vaincu, tu es le seul à qui je peux confier ces armes avec lesquelles je t'ai combattu loyalement pendant 15 ans. Je n'en aurai plus besoin. Je vais consacrer le reste de ma vie à Dieu. Dieu est grand. Les ennemis d'hier peuvent être les amis de demain, s'ils savent garder le cœur pur. C'était donc la reddition d'Abdelkader en décembre 1847. Il se rend au duc d'Aumale. Et c'est la fin de 15 ans de guerre, mais c'est le début de la plus longue période de la vie d'Abdelkader, pratiquement, puisqu'il va passer 36 ans en exil. Et on l'envoie d'abord, contrairement à la promesse donnée par la Mauricière, on l'envoie, non pas, on ne lui permet pas de partir en Égypte, mais on l'envoie en France. Il va aller en prison d'abord, puis en résidence surveillée au château de Pau, puis d'Amboise. Qu'est-ce qui explique que la France n'ait pas respecté cette parole? On a l'impression qu'elle avait encore peur d'Abdelkader. Tout à fait, c'est juste. Et rajouter aussi qu'il y a une crise morale en France à cette époque-là. Il y a eu aussi l'abdication de Louis-Philippe, parce que bon, oui. au moment où l'émir quitte la France sur l'Asmodée pour arriver à Toulon, on lui dit mais c'est juste le temps de négocier avec la Porte. Et finalement, il va se retrouver 4 mois à Toulon, ensuite 6 mois à Pau, pour finalement rester 4 ans à Amboise, et avant d'être libéré à la veille du Second Empire. Donc entre-temps, il y a eu... C'est la Deuxième République. Ouais.
en fait. La fin de la monarchie, oui. la monarchie de Juillet. Ensuite, donc, il y a eu la Deuxième République, le coup d'État, et enfin Et pour répondre à votre question, quand il remet la monture, je ne vous ai pas répondu tout à l'heure, remet la monture, c'est aussi symboliquement une mort, la fin d'une époque. Et l'émir le dira, je suis mort à ce monde, et c'est comme s'il y avait une renaissance. Donc il va passer 5 ans en captivité, c'était 5 ans extrêmement éprouvants, il perd beaucoup de ses proches, un tiers de ses proches vont être enterrés en France, il va souffrir terriblement, on a des descriptions physiques de l'émir à ce moment-là, alors que c'était quand même un homme trempé, dont l'âme était trempée dans l'acier, et il va énormément souffrir, mais sur un autre plan, c'était aussi une forme de retraite, dans lequel il va quelque part se nettoyer des instincts de pouvoir. Alors c'est Napoléon III qui va effectivement respecter la parole donnée 4 ans plus tôt, qui va lui permettre de partir. Il partira d'abord en Turquie, puis surtout à Damas. Et là, il devient un très grand mystique de l'islam, disciple d'Ibn Arabi, pratiquant un islam extrêmement tolérant vis-à-vis des autres religions, Ahmed Bouyardene. Pour l'émir, il n'y a pas d'islam sans tolérance. C'est clair pour lui dès le départ. Pardon. Donc, effectivement, lorsqu'il arrive à Damas, il ne fait que continuer cette maturation intérieure, cette renaissance à lui-même. Donc, on l'a dit, lorsqu'il signe ce traité de reddition, encore une fois, qui était guidé par la prière et qui va l'amener en France pendant 5 années, il y a une maturation à tous les niveaux, culturel, spirituel, etc. Et lorsqu'il arrive à Damas, c'est cette fois-ci un autre djihad qui va reprendre le relais, et c'est ce djihad intérieur. Donc cette lutte intérieure de l'homme... C'est le sens du mot djihad, d'ailleurs. C'est le sens du mot djihad pour réaliser son humanité. Ouais. Il va évidemment devenir un des plus grands spécialistes de l'œuvre, de la somme spirituelle du Cheikh Ibn Arabi, qui vivait 6 siècles avant lui. Qui vivait 6 siècles avant lui, de plusieurs milliers de pages, d'une écriture extrêmement complexe, dense, et il va en être l'interprète moderne. Très tolérant d'ailleurs vis-à-vis des autres religions, au point d'ailleurs qu'en 1860, alors qu'il est en Syrie, au Liban, des chrétiens maronites menacent d'être massacrés par les Druzes, et c'est lui qui va les protéger, ce qui d'ailleurs va permettre à Abdelkader de recevoir la Légion d'honneur. En fait, il est très admiré par la France, y compris par ses adversaires. Bugeaud disait le plus grand bien de lui qui l'avait combattu. C'est ce qui surprend chez l'émir Abdelkader, c'est que ceux qui font l'éloge de l'émir, ce sont d'abord ses adversaires. Et plus ils l'auront combattu, et plus l'éloge sera grande. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui en Algérie ? Il est mort en 1883, son corps a été ramené en Algérie en 1966. C'est le héros, on dit souvent, un des héros fondateurs de la nation algérienne. En quelques mots, Ahmed Bouyardene. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'émir est un personnage paradoxal. Alors le paradoxe, il est du fait que justement, il est dans cette tolérance, dans cette orientation vers l'universel. C'est un homme qui va donc effectivement devenir, après l'indépendance d'Algérie, le symbole de l'État-nation algérien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était là qu'une partie de sa personnalité, et certainement pas la plus importante et la plus fondamentale. Et que l'Algérie d'aujourd'hui commence à découvrir cet autre émir que cache le politique, qui était un homme de l'universel, qui a été jusqu'à dire justement que tous les hommes sont frères, quelle que soit leur religion, leur croyance ou leur incroyance. Merci Ahmed Bouyardene. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre qui paraîtra demain, 4 septembre, aux éditions du Seuil. Abdelkader, l'harmonie des contraires. Vous êtes également l'auteur d'Abdelkader et ses contemporains, publié chez Ibis Press. À lire également Abdelkader, le magnanime, de Bruno Etienne et François Pouillon aux éditions Gallimard Découverte, et puis le livre des Haltes, qui est l'œuvre la plus importante d'Abdelkader, publié aux éditions d'Hervy. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm L'Algérie des chimères de François Luciani, d'après le livre d'Henri Turenne et Robert Soulet, édité en DVD par Warner Vision France et Arte Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références et d'autres par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Arnaud Chapat, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.